Donc Jean-Jacques Jaïa est, je l'ai dit, à la fois philosophe et psychologue. Il étudie l'ufologie et la parapsychologie depuis 1966, en particulier à partir d'une problématique ou d'une grille de lecture, disons, jungienne, donc de Carl Jung. Il est également enquêteur de terrain et a publié de nombreuses enquêtes et analyses de cas dans la littérature spécialisée. Alors, le titre de sa conférence, c'est Co-naturalité humain-alien et dynamique transarchétypale. Donc, il va nous expliquer ce qu'il entend par là. Je ne vais pas me risquer à le faire. Il part de l'idée d'une appartenance naturelle du phénomène ovni à notre monde et prend en compte l'évidente et paradoxale relation de celui-ci avec le psychisme humain. Voilà, j'en dis pas plus et je vous donne la parole tout de suite, Jean-Jacques. Voilà, bien bonjour. Je vais essayer d'être le plus clair possible, c'est-à-dire d'utiliser des termes simples. C'est pas toujours facile parce qu'il faut quand même essayer de ne pas déformer les notions que l'on utilise en voulant être trop simple. Alors, vous excuserez si parfois c'est un petit peu abstru, comme le titre de la conférence. Bon, en introduction, je voudrais, d'abord, il me semble nécessaire d'apporter quelques précisions relatives à la démarche que j'ai suivie, qui m'amène vers vous. Pour éviter tout malentendu quant à ce que je vais avancer, et pour clarifier aussi l'intention de cette démarche et son origine. Ce que je vais vous présenter ce soir, c'est ce que le psychanalyste Guy Rossolato appelle un modèle. Alors il en a une définition que je vais partager qui considère que le modèle en question est un objet de perspective. Un objet de perspective qui dessine un espace, une direction de recherche, cette recherche n'étant évidemment, en l'occurrence, ni exhaustive ni définitive, un espace et une direction qui demeurent essentiellement ouverts sur l'inattendu, sur l'inconnu, et surtout pas sur le développement préconçu d'une vérité dont j'aurais posé les signes au départ. Ne vous attendez surtout pas à ça. Ce que je vais vous présenter, donc, s'inscrit dans une recherche en cours. Ce que je vais vous présenter dans ces lignes principales, c'est l'état de mes recherches en fonction du modèle au sens que je viens de vous définir rapidement. Et donc, bien sûr, je ne prétends pas du tout vous apporter, vous délivrer une vérité toute emballée, toute faite, un nouveau dogme, une nouvelle croyance ou je ne sais quoi. Je suis un petit peu comme mes collègues ufologues, dont un certain nombre se trouvent dans la salle. Hein. Alors, pas ceux qui vont camper sur des vérités toutes faites dont ils ne démordent pas, hein. Il y en a quelques-uns, mais ceux qui cherchent réellement, qui explorent des chemins jusqu'ici peu fréquentés, qui courent des risques, qu'ils se risquent, et moi aussi. Alors on ose, on tâtonne, on recule, on avance à nouveau. Bref, ce que j'appellerais une bonne recherche. Qui veut aller voir ailleurs si tel ou tel modèle, au sens cette fois habituel du terme, si tel ou tel modèle ne nous semble plus adéquat, ne semble plus correspondre aux nouvelles données que l'on peut avoir des réalités ufologiques ou des connaissances en différents domaines des sciences humaines ou des sciences physiques, par exemple, ne s'adaptent plus. Je pourrais vous citer, j'ai noté en passant, ce que disait le philosophe Alain. Il disait littéralement, une idée, même vraie, devient fausse à partir du moment où l'on s'en contente. Alors on va essayer de ne pas se contenter des idées qui vont être avancées dans l'ensemble de ce colloque. Donc mon travail, mes recherches personnelles se veulent une contribution. Et simplement une contribution à ce champ de recherche qu'est l'ufologie bien pensée. Cette contribution, elle se veut, je dirais, un témoignage au sens fort du terme
un témoignage de tout ce qui m'a amené dans ma vie d'ufologue à réfléchir, de tout ce qu'elle a pu générer en moi de réflexion, de méditation, de l'évolution de ces réflexions et de ces méditations. Alors j'ouvre une petite parenthèse pour le sourire quand même, hein. Je vous parle de vie d'ufologue, ma vie d'ufologue, etc. Je veux vous rassurer, les ufologues ont aussi une vie à côté de l'ufologie, hein, heureusement. Et peut-être, après tout, que ceux que l'on appelle les aliens en ont une aussi. C'est peut-être une idée qui n'est pas négligeable, il faudrait y réfléchir. Mais bon, un témoignage, s'il se réduit dans son expression à la singularité d'une personne, d'un individu, de l'individu qui l'énonce, ben ça court le risque, le témoignage, il court le risque de se clore sur lui-même, de s'enfermer, de se rigidifier. C'est pourquoi, par-delà mon témoignage personnel par rapport aux recherches que j'ai pu faire et que je fais encore, je me suis fixé comme finalité de servir en quelque façon d'autres chercheurs. Ma contribution se veut donc largement ouverte et surtout pas du tout fermée. Alors ma contribution, d'où vient-elle? Quelle est son origine? Quelle est sa source? Alors je ne vais pas vous raconter ma vie d'ufologue, ça n'aurait pas grand intérêt ce soir, hein. Bon, je compte plus de 50 ans d'ufologie derrière moi. J'ai connu la fameuse grande vague de 1954. Alors quand j'ai dit ça, surtout aux gens les plus jeunes, ils se disent, il a connu la vague de 54, qu'il est vieux. Bon, oui, enfin, il ne faut pas exagérer non plus, hein. Mais j'en suis, en tous les cas, cette vague, j'en suis resté profondément marqué, profondément curieux, interrogatif de ce qui avait pu se passer. Peut-être aussi que dans ma personnalité, déjà à l'époque, j'étais sensible à ce genre de choses, à ce genre de questions. Alors, durant toutes ces années et jusqu'à aujourd'hui, j'ai rencontré, je crois, bon, à titre personnel ou non d'ailleurs, hein, tout ce qui peut avoir trait aux réalités ufologiques, quelles qu'elles soient, y compris d'ailleurs les mensonges, les erreurs, les mésinterprétations, les manipulations aussi, il y en a parfois. Les multiples enquêtes aussi que j'ai pu effectuer sur le terrain m'ont enseigné en tous les cas une chose certaine, c'est la véracité indiscutable du phénomène OVNI, quelle qu'en soit sa nature. Alors c'est ce qui manque d'ailleurs, entre autres choses, à nos détracteurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais allés sur le terrain, ils n'ont jamais été étudiés, enquêtés sur le terrain. Et donc ils ne savent pas trop de quoi ils parlent en fait. Alors depuis tout ce temps, l'ufologie, c'est un petit peu ma compagne de chaque jour. Pas la seule hein, quand même. Hein. Mais je veux simplement dire par là que l'étude de ce phénomène et des phénomènes qu'on appelle paranormaux, que je joins à l'ufologie, mais ce n'est pas le débat de ce soir, hein, bien ça n'a jamais cessé de m'occuper. Je me suis toujours, comme on dit vulgairement, colleté avec le problème. Et je veux seulement, là, je ne peux pas vous parler de moi plus longtemps, simplement vous dépeindre en quelque sorte l'ambiance intérieure qui préside à ma recherche depuis toutes ces années et qui m'a amené à l'élaboration de ce modèle, qui est peut-être un modèle provisoire, hein, depuis donc de très nombreuses années. Alors, je vous ai dit il y a quelques instants que depuis que je suis, j'allais dire, rentré en ufologie, alors c'est pas comme rentrer dans les ordres, hein, surtout que dans l'état actuel des choses, l'ufologie, ce serait plutôt le désordre. Mais j'ai évidemment, je vous le disais, beaucoup réfléchi. Mais à côtoyer cette énigme, depuis si longtemps, je n'ai pas que réfléchi. J'ai aussi, en étant si proche, si intimement proche de toute cette recherche, j'ai aussi senti, ressenti, perçu, intuitionné des choses. C'est-à-dire que je pense qu'à cette intelligence rationnelle que nous avons tous, que l'on étudie aussi bien pour étudier ceci ou cela, ou tout simplement dans notre vie quotidienne, je pense qu'il faut ajouter une intelligence qu'on pourrait appeler pratique,
intuitive, sensitive. Je ne sais pas quel nom on pourrait lui donner, je dirais même presque une raison sensible. Ce n'est pas une idée originale de ma part, ce n'est pas inédit, hein. On pourrait remonter à Bergson et autres. Hein. Mais conjoindre les deux, conjoindre cette intelligence rationnelle et cette intelligence qu'on va dire intuitive dans une recherche, ça peut amener à la mise en évidence de ce qui n'était pas évident du tout et qui pourtant, quelque part, aurait dû l'être. C'est dégager de l'impensé, c'est révéler d'autres manières de voir, de percevoir le monde et les choses que l'on avait sous les yeux sans le voir parce qu'on n'y pensait pas, parce que l'on avait un autre schéma de vision. C'est ce qui peu ou prou m'a conduit à l'élaboration du modèle en question, dont je vais vous parler maintenant, puisque c'est l'objet de mon propos. Donc, à fréquenter quotidiennement le phénomène OVNI, au travers des témoignages multiples, nombreux, que j'en reçois chaque jour, au travers des études nombreuses qui en sont faites, bonnes ou moins, mais il y en a qui sont excellentes, au travers aussi d'échanges avec les spécialistes, mais également avec les non-spécialistes, qui, eux, ne sont pas immergés, comme nous, dans l'étude du phénomène et qui peuvent avoir, avec un regard extérieur, je les appellerais les ingénus, un regard très ingénu et poser des questions qui peuvent s'avérer extrêmement importantes et lucides. Au travers de mes propres expériences ufologiques également, dont je ne vais pas parler, sauf peut-être ce soir à la table ronde, hein, au travers de mes ressentis, de cette immersion active au sein du phénomène, de la pensée du phénomène, à fréquenter les multiples manifestations qu'on dit paranormales, du paranormal en général, mais j'ai été amené à poser une idée de base qui sous-tend toute mon approche actuelle. Cette idée, la voici. Le phénomène OVNI appartient à notre monde. Il est, tout comme nous, de ce monde et en ce monde. Il ne vient pas comme de l'extérieur s'ajouter à nous. Il en fait partie. Il lui est prédonné en quelque sorte. Il s'inscrit dans la toile de fond du monde qui constitue notre existence. Il en est un élément originel, naturel, mais selon une spécificité qui lui est propre et qui crée l'étrangeté de ses manifestations. Il appartient au tissu même de la vie et du monde dont il participe de la trame. Un tissu homogène, hein, différencié, mais homogène. Il nous est donc co-naturel. Et tout comme nous sommes ici chez nous, il est aussi ici chez lui. Alors en ce sens, évidemment, et je choque souvent un certain nombre de personnes quand je dis cela, le modèle de ce qu'on appelle l'acheté, l'hypothèse extraterrestre, à quelques degrés qu'elle se situe. Bon, il y a le degré taux les boulons, hein, comme on sait, et puis des degrés plus ou moins éthérés. L'hypothèse extraterrestre ne paraît pas valide en fonction de cette idée, en ce qu'elle se construit et se développe, je dirais, sur une confusion, semble-t-il. Elle pense tirer sa validité de l'apparence du phénomène, alors des engins spatiaux, les combinaisons des ufonautes, etc., etc., alors que cette apparence n'est que la forme prise par le phénomène en question en fonction du contexte socio-historique, du contexte socio-culturel, du contexte d'une époque, je dirais, d'une période historique. À la conquête de l'espace propre au XXe siècle, le phénomène est apparu sous la forme d'engins dûment matériels, comme si nos propres perceptions, nos propres conceptions, nos propres fantasmes se trouvaient projetés et mis en forme, informés par le phénomène en question. Donc on y voit effectivement des engins, des soucoupes, des engins qui ont l'air métalliques, solides, etc., etc. Bon, je ne m'étendrai pas sur cet aspect parce que maintenant, il est quand même bien connu, il est souvent admis par un bon nombre d'ufologues. Hein. C'est un aspect que j'avais contribué à développer dans les années 70,
1970, pas 1800. J'ai connu la vague de 54, mais enfin tout de même, hein, avec d'autres chercheurs hein, qui remettaient en question l'hypothèse extraterrestre face à un certain nombre de contradictions ou d'insuffisances apparentes, et pas qu'apparentes. Bon, l'un d'eux, et Philippe Guillemont en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas m'appesantir sur lui, mais vous le connaissez bien, il s'agit de Jacques Vallée, auquel je dois, et je suis loin d'être le seul, comme vous le savez, je lui dois énormément. Quant à ces premières esquisses de mise en évidence des liens structurels entre certains faits, certains événements, certains personnages du folklore de tous les pays et les réalités phénoménales ovni. Alors Jacques Vallée s'est révélé, il l'est toujours, très dérangeant en fait, et d'ailleurs, si j'en crois encore certaines bases d'attaque très réductrices, toutes récentes, il est toujours très dérangeant. Alors je pourrais citer aussi un ami personnel qui malheureusement nous a quittés depuis longtemps, qui est Pierre Viroudi-Berthaud, avec lequel on avait dans les années 70 commencé à élaborer un modèle. Alors ce modèle, qui était non extraterrestre, il se fondait sur les variations formelles au travers de l'histoire du phénomène. Alors, en particulier chez moi, j'étais jeune à l'époque quand même, mais il y avait une certaine dose de naïveté, et oui, il faut reconnaître de naïveté, même d'imprudence par moment, et il est certain que je suis conscient depuis pas mal de temps maintenant que les idées que nous avions alors, donc dans les années 70, elles étaient intéressantes, mais elles étaient insuffisantes, hein, et elles pouvaient supporter un certain nombre de critiques quand même, hein, rencontrer un certain nombre de critiques. Donc je remets en cause bien des aspects, sauf un, et qui va nous préoccuper ce soir, l'essentiel, le lien avec le psychisme, sur lequel je vais donc revenir, puisqu'il est absolument fondamental, il est coextensif au phénomène. Mais ce lien, la prise en compte de ce lien, évidemment, exigeait bien des remaniements par rapport à ce que nous en disions dans les années 70. Bon, il y a eu d'autres travaux essentiels que je vais citer rapidement, mais c'est important parce qu'ils vont un peu dans le sens de ce nouveau paradigme dont parle notre livre. Des travaux essentiels comme ceux de Jean Sider, par exemple, hein, ceux de Fabrice Bonvin, ici présent, quelque part, et puis d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer, hein, qui vont dans ce sens-là, malgré leurs différences qui sont riches, au sens d'une tentative de compréhension autre, différente du phénomène, d'un essai de construction bien d'un nouveau paradigme qui permettrait de penser différemment le phénomène, avec d'autres notions, d'autres concepts, et sans doute un autre regard, une autre perspective. Et mon modèle est un objet de perspective. Alors c'est ce qu'on a tenté d'esquisser dans le livre que vous connaissez, OVNI et Conscience, hein, avec Philippe Guillemont, Romuald Le Terrier, qui sont là aussi, et quelques autres. Et je tiens à dire d'ailleurs, à propos des contributeurs du livre, j'avais l'air très critique vis-à-vis de l'hypothèse extraterrestre, ça veut dire simplement que moi j'en ai une autre, hein. Mais il y a des tenants de l'hypothèse extraterrestre qui sont des gens extrêmement sérieux, extrêmement ouverts, et qui ne se rigidifient pas sur leur idée en faisant des procès d'hérésie à ceux qui ne pensent pas la même chose. Je pense en particulier à Daniel Robin, qui a contribué à notre livre, et qui est quelqu'un qui, malgré qu'il se réclame plutôt de l'hypothèse extraterrestre, est tout à fait ouvert à d'autres types de recherches. Bon, je reviens à la connaturalité du phénomène. Alors non seulement elle ne nécessite pas le recours à, je dirais, une réalité intrusive, extraplanétaire. Quand je parle d'extraterrestre, j'entends extraplanétaire, c'est-à-dire des populations qui viendraient d'une autre planète, de quelque système que ce soit. Mais elle exclut cette réalité par définition, comme modèle explicatif et référentiel du phénomène OVNI. En se caractérisant par une fixation théorique, mais aussi affective, mais c'est un autre débat,
Je n'aborderai pas ce débat-là aujourd'hui, mais en se caractérisant par sa fixation théorique sur ce modèle, l'acheter à l'hypothèse extraterrestre, comment dirais-je, à créer un aveuglement tel que certaines questions qui me paraissent essentielles n'ont pas pu être posées ni même pensées, tout simplement parce que le regard qui était porté sur le phénomène était différent, et donc a créé de l'impensé. Elle relève d'une perception, d'une vision autre, et je dirais que cette vision, elle est endogène, alors que la vision des tenants de l'hypothèse extraterrestre est plutôt exogène, au sens très large du terme, hein. En sachant que tout de même, non, je vous le dirai tout à l'heure, je ne vais pas tout brouiller, mais ça va peut-être vous paraître surprenant, mais je vais vous parler peinture, juste un court instant. Je vais vous parler de Paul Klee, le peintre que vous connaissez, qui méditait sur le statut de l'image et de l'image créatrice. Alors, il utilisait des notions, évidemment, pas du tout dans l'optique ufologique, ça va de soi, hein, mais qui, me semble-t-il, pourrait tout à fait coller à notre approche. Il parlait d'air endotopique, c'est-à-dire tout ce qui est au-dedans, et d'air exotopique, tout ce qui est au-dehors. Ben, selon moi, le phénomène relèverait d'une aire endotopique, qui est l'impensé de la perception que nous avons de celui-ci. Si vous voulez, pour moi, le problème central du phénomène OVNI, l'énorme difficulté à laquelle nous sommes confrontés relativement à celui-ci, c'est le suivant. Et c'est vraiment, pour moi, le gros problème avec lequel je me débat depuis plusieurs dizaines d'années. Ça me paraît être le problème central. Le phénomène est indiscutablement matériel, au moins transitoirement. Il laisse des traces. Il peut blesser. Il a, dans certains cas de rencontres rapprochées ou très rapprochées, montré sa tactibilité. On peut le toucher, et ça, c'est solide, etc. Mais en même temps, il présente une composante psychique très troublante, que Jacques Vallée avait remarqué depuis longtemps d'ailleurs, hein, entre autres. Le phénomène est étroitement lié à notre psychisme. C'est tout ce qui ressort des études et des enquêtes que l'on peut faire depuis de très nombreuses années. Notre psychisme, il semble parfaitement bien le connaître, le cerner. Non seulement il entre en interaction avec le psychisme du ou des témoins, alors on parle parfois de télépathie, mais ça va plus loin. Manifestement, il peut connaître leurs pensées, leurs intentions, leurs images, leurs désirs. Et il traduit celui-ci en quelque façon. Il nous est apparu, en étudiant les récits des témoins, que ceux-ci ne voient pas, Philippe le disait tout à l'heure aussi, les témoins ne voient pas un ovni par hasard. C'est parce que le monsieur sort son chien pour qu'il aille faire pipi, le chien, pas le monsieur, ou bien que la personne rentre chez elle en voiture, c'est parce que ces personnes sont là que le phénomène se manifeste. Ça fait plus de doute pour nous. Donc l'OVNI se montre à nous avec une intentionnalité. Dans le livre OVNI et conscience, mon ami Éric Zurcher a très très bien parlé, comme d'habitude, de cet aspect des choses. Le comportement du phénomène, y compris celui des ce qu'on appelle les humanoïdes, les aliens, qui lui sont liés, recoupe bien des éléments des récits, des folklores de tous les pays. On pourrait dire du folklore universel, mais bon, c'est peut-être un petit peu exagéré. Ce qu'a particulièrement bien étudié Jean Sider dans plusieurs de ses ouvrages, dont je vous conseille vivement la lecture. Alors, plus encore troublant, le phénomène, il semble jouer sur les mots. Le phénomène, il paraît farceur. Il ment, à qui mieux. Il va dire à tel témoin que les humanoïdes vont dire à tel témoin qu'ils viennent de telle planète, de telle constellation. À d'autres, c'est autre chose. Il leur donne rendez-vous un an après ou quelques semaines après. Il ne vient pas.
Il raconte des choses parfois totalement invraisemblables. Et ça peut remonter très loin, même lors de la grande vague des faux dirigeables de 1897 aux États-Unis. Il reproduit en fait, il semble reproduire notre imaginaire. Par exemple, la science-fiction des années 50, avec tous ces engins, soucoupes, engins matériels, engins d'exploration planétaire, etc. Mais dans d'autres siècles, il reproduit ce qu'on pourrait appeler des diableries. Tout à fait autre chose. Notre imaginaire, je dirais, avec ses fantasmes personnels, mais aussi collectifs. Il semble très lié à notre inconscient qui, lui, s'avère très souvent aussi, on le sait depuis Sigmund Freud, c'est un grand farceur, l'inconscient. Lui aussi, il joue sur les mots. Jung disait, c'est un filou, c'est un farceur, l'inconscient. Et c'est ici que les choses se compliquent. Comment un phénomène peut-il être à la fois matériel et psychique? Et c'est cette question qui, à mon avis, est vraiment au centre du débat, au centre de la problématique OVNI. Alors la question, vous allez vous dire, il n'y est pas encore arrivé, mais il va nous en parler, forcément. La question n'avait pas échappé à quelqu'un né en Suisse, qui était Carl Gustav Jung, le grand psychoanalyste. Avec plusieurs dizaines d'années d'avance, lui, il avait saisi le lien entre matière et psychisme. Pas seulement d'ailleurs dans le domaine de l'ufologie, mais plus généralement dans le domaine de ce que l'on appelle les synchronicités. Et l'une de ses principales disciples, Marie-Louise von Franz, a étudié, non pas sur le plan ufologique, mais sur un plan plus général des synchronicités. Elle a fait des études d'un intérêt et d'une profondeur absolument considérable. Lui, il parlait surtout de ce qu'on appelait alors les soucoupes volantes. C'était joli d'ailleurs, cette expression, les soucoupes volantes, même si c'était un peu réducteur, et même si Arnold n'avait jamais parlé de soucoupe. Donc Jung a analysé le phénomène. Alors je ne vais pas vous faire une analyse exhaustive de l'analyse du phénomène des soucoupes volantes par Jung, parce qu'il nous faudrait plusieurs heures, au moins. Il l'avait analysé comme un phénomène de type compensatoire. C'est cela surtout qu'il faut retenir. Un phénomène de type compensatoire par rapport aux angoisses de notre temps. Donc un processus compensatoire, une dynamique compensatoire, qui fait intervenir les grandes figures de l'inconscient collectif, qu'il nommait des archétypes. Alors particulièrement dans son livre « Un mythe moderne », la figure tout en rondeur du mandala, la figure du sauveur, par exemple. Je vais juste vous citer un très court extrait d'un mythe moderne, en sachant qu'il s'est exprimé, contrairement à ce que l'on pense parfois, il s'est exprimé aussi ailleurs sur le sujet, en particulier dans sa correspondance. Il écrit « Les arrière-plans inconscients, malgré toutes les critiques rationalistes, se manifestent et émergent à la surface sous forme d'une rumeur symbolique accompagnée et étayée par des visions correspondantes. Ils se servent à cet effet d'un archétype qui, de toute éternité, a été le médiateur de l'ordre, de l'apaisement, de la guérison, de l'accomplissement, de la totalité. » Alors il y a des mots importants là-dedans, symbolique, de toute éternité, ordre, accomplissement de la totalité. Mais alors il faut que l'on ne s'y trompe pas. Si Jung y voit une expérience psychologique, c'est ce qu'il dit. Il est très clair, y compris dans sa correspondance, où il est encore plus clair, je pense, que dans un mythe moderne, sur la possibilité que le phénomène a aussi une composante matérielle. Il utilise même, d'ailleurs, une notion qui est celle de la transgressivité. La transgressivité, dit-il, c'est la capacité qu'a un archétype de se manifester dans la matière. Alors voilà qui est intéressant. On se trouve donc devant un problème énorme qui est le suivant.
un phénomène intelligent, intentionnel, peut-être farceur, enfin tout au moins dans la perception que nous en avons, qui joue sur les mots. Tout comme les divers les petits lutins de nos folklores, hein, qui font des farces. Tout comme bien des poltergeists, hein, ou d'autres phénomènes dits de hantise. On a l'impression parfois que ça s'amuse, même si c'est un peu grinçant souvent. Tout comme notre inconscient. Ce phénomène se manifeste donc matériellement à nous. Et simultanément, il émane de notre inconscient, ou plus exactement de l'inconscient collectif, pour Jung, via des formations archétypales. Les formations archétypales, c'est ce grand réseau architectural de l'inconscient collectif, on pourrait l'appeler comme ça. Jung y voyait un phénomène synchronistique, c'est-à-dire une manifestation acausale de deux événements liés par le sens. Ou pour parler comme Christine Hardy, dont je vous conseille aussi vivement la lecture sur tous ses derniers ouvrages, La prédiction de Jung, etc. Christine Hardy dit qu'il y a imprégnation par les champs sémantiques, et non pas du tout une causalité d'ordre directement physique et matériel, causal, disons. Mais alors, évidemment, à s'en tenir à l'analyse qui est par ailleurs si riche de Jung, hein, si profonde, je dirais même si prémonitoire, quand on le relit maintenant au regard des recherches qui sont faites actuellement en ufologie et en parapsychologie, on se dit c'était vraiment d'une lucidité tout à fait extraordinaire. Mais il est certain quand même que si on s'en tient à l'analyse de Jung, on fait tout de même pencher la balance du côté, je dirais, versant psychique, même s'il reconnaît la matérialité. Or, le versant matérialité du phénomène, il est justement trop prégnant, trop pesant. Et quand je dis trop pesant, quelquefois c'est vraiment le cas. Enfoncer les ballastes d'une voie ferrée, Carouble en septembre 54, encore 54, bon, c'est d'un certain poids quand même. Hein. Il est trop riche pour que l'on s'en défasse aussi aisément en disant, ben voilà, les archétypes, ils se manifestent dans la matière. D'accord, mais bon, c'est peut-être un petit peu court. Il y a des traces au sol, il y a des brûlures, il y a des irradiations, il y a du poids, il y a de la solidité, il y a des odeurs, il y a des sons. Alors ça me fait penser, cette histoire de son, à quelque chose qui me trouble depuis très longtemps, sur lequel je n'ai pas encore pris le temps de me pencher tellement, mais il le faudrait. C'est les témoignages. Souvent les phénomènes ovnis ne font pas de bruit, ils sont silencieux, mais pas toujours. Et j'ai remarqué que souvent, et dans bien des pays distincts, les témoins disent « ça faisait le bruit d'un essaim d'abeilles ». Alors je vous avoue que ça me trouble beaucoup. Ça m'interroge énormément et j'ai l'intuition qu'il y a là quelque chose d'important sur le plan symbolique, au moins. Enfin, toutes ces caractéristiques, à mon avis, elles sont trop physiques, en quelque sorte, trop matérielles, elles correspondent trop à du matériel à l'état brut. Elles sont aussi très diversifiées. Donc, tout en conservant la valeur qui est immense, hein, du schéma jungien, hein, il me semble qu'il faut aller encore plus loin dans l'analyse et considérer toute l'étendue de la composante matérielle. Ce que n'a pas fait Jung, parce que, l'époque ne s'y prêtait pas sans doute, et puis, j'ai envie de dire, ce n'était pas son boulot, quoi. Bon. Le psychisme humain, à mon avis, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, ne peut pas, à lui seul, provoquer de telles manifestations. Et cependant, le lien est net entre les deux, d'où le problème. Je ne pense pas qu'il puisse provoquer de telles manifestations, je ne pense pas que qu'un archétype, que le psychisme humain puisse provoquer des choses aussi importantes, aussi lourdes, aussi énormes, je dirais.
j'ai le sentiment qu'il y a autre chose là qui nous échappe. Le phénomène, il colle à notre psychisme, mais il se rend matériel. Bon, alors j'hésite souvent à utiliser le terme de matérialisation. Je l'avais utilisé dans les années 70. J'ai été beaucoup critiqué là-dessus, à juste titre peut-être parfois, hein. Pas toujours, mais parfois. Maintenant, il me paraît, je n'ose pas trop l'utiliser parce qu'en fait, il ne veut pas dire grand-chose. Il est trop abstrait, il est trop flou. Il n'explique rien quant à son processus même. Bon, matérialisation, ça veut dire quelque chose de psychique qui est devenu matériel. Ben, oui, d'accord, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne sais pas trop comment en parler. Dire mise en matière, ça revient à peu près au même, pas tout à fait, mais à peu près. Donc, je vais laisser à Philippe Guillemant le soin de préciser de quoi il pourrait s'agir. Il aura plus d'idées que moi en termes de physique. Dans un petit livre intitulé « La raison polythéiste », qui est extrêmement intéressant, une sociologue qui s'appelle Sylvie Joubert parle d'un isomorphisme possible, ce sont ces termes, entre la matière physique quantique et la matière psychique, ce qu'elle appelle la matière psychique. Et elle avance l'idée d'une convergence, dit-elle, possible de la physique quantique et de la psychanalyse. Alors la physique, je la laisse à Philippe Guillemant, ce n'est pas mon domaine, la psychanalyse beaucoup plus. En fait, le phénomène est d'une inouïe proximité avec nous, avec notre psychisme. Il est, je l'écrivais dans OVNI et conscience, je disais, il est humain, trop humain. Mais justement, à être trop humain, il ne peut pas l'être entièrement. Il y a autre chose. Mon sentiment, je dirais même ma conviction personnelle, c'est que le phénomène relève d'une intelligence et d'une intentionnalité inconnue, si proche de nous, si intime avec nous, qui, comme je vous le disais, qui connaît nos pensées, nos sentiments, notre imaginaire, qu'elle pourrait bien s'avérer être en symbiose avec nous. Et j'utilise le terme au sens fort du terme. Quand je dis en symbiose avec nous, je veux dire plus précisément avec notre psychisme. Pour notre inconscient, il ne se réduit pas à notre inconscient personnel, c'est la grande leçon de Jung. L'inconscient, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qui n'est pas conscient, c'est tout. L'inconscient, il n'est inconscient que pour nous, à notre état de veille. Et encore, pas toujours. D'autres états de conscience sont détectables, on le sait. On a eu de même la conscience onirique quand on rêve, mais on connaît les EMC, les états modifiés de conscience, on a eu tous les travaux de Stanislav Grof et d'autres sur les états transpersonnels. Bon, l'idée que j'avance, c'est que ces états modifiés de conscience, nous mettent en relation avec une forme de vie avec laquelle nous serions en symbiose et qui réagit à nous. Alors peut-être par intérêt propre, peut-être pour d'autres raisons, au singulier ou au pluriel. Il réagit à ce que nous faisons, à ce que nous vivons, à ce que nous pensons, à ce que nous pratiquons, à ce que nous imaginons. Parce que cette forme de vie, puisque nous sommes en symbiose avec elle, elle a besoin de nous. Et sans doute que nous avons peut-être besoin d'elle aussi. Mais ça, ce serait l'objet d'un autre débat. C'est à l'étude. L'idée, donc, c'est celle d'une unité organique dans laquelle nous vivrions en symbiose avec une partie que je vais qualifier d'alien, parce qu'il faut trouver un mot, pour simplifier. Mais alors en sachant que, dans mon esprit, alien, ça veut dire l'autre, mais c'est l'autre au sein du même, puisqu'il y a connaturalité. Alors les choses vont devenir un petit peu plus compliquées. Accrochez-vous bien. Si nous sommes en symbiose avec, je vais dire, un monde alien, ou un pôle alien du symbiose, nous serions l'autre de la symbiose, nous serions l'autre pôle. Il y a forcément des points de contact, un ou plusieurs, ou multiples, des
des nœuds de passage, de communication, qui serait forcément un seuil de conscience non ordinaire, parce que si c'était notre conscience, alors, on le saurait. Et la manifestation alien s'effectuerait par ce que l'on pourrait appeler une transfusion formelle via les structures archétypales. Mais c'est un processus quasiment organique, et on peut se demander s'il ne présuppose pas encore autre chose, encore plus fascinant que la nature même de la symbiose, ou plus exactement, qui amène à se pencher sur la nature, l'être même de la symbiose. Est-ce que ce qui constitue en son essence la symbiose, ou je dirais le symbiote, est-ce que ce ne serait pas en son essence même, justement, est-ce que ce ne serait pas d'ordre psychique? Je vais préciser que l'ensemble du phénomène, on va l'appeler, ce phénomène, ontosymbiotique. C'est-à-dire que cette matière psychique est elle-même substantiellement la nature de notre psychisme. La nature propre, l'essence même du symbiote, ou plus exactement, la nature propre, l'essence même du phénomène alien, est-ce qu'elle ne participerait pas, dans son essence même, de notre psychisme lui-même? Ce qui, évidemment, permettrait de comprendre pourquoi nous sommes si proches d'eux et eux si proches de nous. Est-ce que la matière, entre guillemets, de notre psychisme, sa nature, est-ce qu'elle ne serait pas l'être même du monde alien? Ce qui expliquerait, évidemment, que celui-ci peut traduire du psychique en matière. Il y aurait alors, on pourrait dire, endosmose. La communauté originelle humain-alien serait une endosmose. Et alors on pourrait très bien, en ce sens, envisager, et là je sais que je vais sans doute faire plaisir à Fabrice Bonvin, on pourrait très bien envisager des structures morpho-immunologiques. J'emprunte le terme, il n'est pas de moi, j'emprunte le terme à Peter Sloterdijk, le philosophe, qui l'utilise évidemment dans un tout autre contexte, à propos de bulles et de sphères. C'est une idée qui ne devrait pas déplaire à Fabrice, parce ça veut dire qu'il y aurait sécrétion. Lorsque nous générons des problèmes, des difficultés, nous les connaissons, en termes d'écologie en particulier, mais pas seulement, aussi tout simplement l'angoisse des populations par rapport aux problèmes socio-économiques et autres. Est-ce qu'il n'y aurait pas sécrétion, je dirais avec un sourire, d'anticorps aliens ou toute autre physiostructure défensive? Ces anticorps seraient la manifestation alien elle-même qui travaillerait selon une spécificité propre restant à déterminer, et qui serait l'objet de ce qu'on pourrait appeler une transphysiologie à dynamique archétypale. Oui, mais bon, on essaye de traduire comme on peut en mots. L'équilibre menacé du pôle symbiotique alien entraînerait des réactions, entre guillemets, immunologiques transarchétypales, c'est-à-dire par le biais des structures archétypales, par ce qu'on pourrait appeler, ça va vous faire sourire aussi, une biopsychophysiologie compensatoire, dont la figuration psychanalytique jungienne serait l'apotropéisme, c'est-à-dire un processus, en quelque sorte, d'exorcisation symbolique. Il y a un problème, on cherche à l'exorciser, et puis à le surmonter, et puis à s'en débarrasser. Déjà dans les années 70, Pierre Viroudi-Berthaud avait fait une étude statistique qui avait été beaucoup critiquée, mais à mon avis, l'idée de base était quand même très intéressante, où il cherchait à montrer une corrélation entre l'angoisse des populations et les vagues d'ovnis. Bon, je ne suis pas statisticien, je ne sais pas trop ce que valait son étude statistique, mais l'idée était quand même fort intéressante et pourrait rejoindre ce que je vous dis aujourd'hui.
Donc il faudrait en fait étudier l'ensemble de ces réseaux symboliques qui dessinent l'anatomie du symbiote. Parce qu'en fait, tout cela, c'est ce que disait, je crois, il me semble que c'est Najib qui disait ce matin, hein, que le symbolique était extrêmement important. Et il faudrait étudier les réseaux symboliques qui sont, oui, l'anatomie du symbiote quelque part, et qui en font un système dynamique transdimensionnel. Ces réseaux symboliques, alors, relèvent d'une physique de l'information qui ne me concerne pas moi, mais qui, vous savez, dans leur soubassement, hein, et constituent des champs de communication sémantiques, c'est-à-dire que cela passe par le sens et les réseaux symboliques, d'où tous ces contenus symboliques et imaginaires des observations. Bon, c'est sans doute en prenant compte de ce cadre global qu'on pourrait parvenir à tenter de comprendre ces manifestations, un tant ovni que psi d'ailleurs. Je les ai survolées. Hein. Bon, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. 5 minutes c'est parfait. J'espère en tous les cas que vous voudrez m'excuser parce que j'ai été amené à utiliser des notions et des concepts hauts en couleur, pas forcément faciles, qu'il aurait fallu développer davantage, mais il nous faudrait plus de temps. Hein. Mais comme je vous le disais au début de mon propos, je ne peux pas non plus simplifier à outrance parce que je vais tout simplement déformer les idées, les notions, les concepts. Et puis, je crois qu'il faut parvenir à introduire une nouvelle conceptualité dans l'étude du phénomène, si on veut parvenir à construire un nouveau paradigme. Alors, est-ce que je suis un petit peu au moins sur une voie constructive qui permettrait d'autres développements? Alors là, je vous laisse juge. Bon, seul l'avenir nous le dira, sinon on changera de modèle. Hein. Mais si ce n'est pas le cas, et je terminerai là-dessus, je vais me consoler. Je vais me consoler avec une phrase, une remarque que j'emprunte à Pétrarque. Pétrarque, il disait, s'il ne m'est point échu de percer les secrets naturels, au moins je me satisferais de vous connaître et de me connaître. Si vous avez quelques questions, s'il nous reste un petit peu de temps, il y aurait beaucoup d'autres remarques à faire, mais on en parlera peut-être à la table ronde de ce soir. Je n'ai pas du tout parlé des phénomènes de mimétisme qui sont extrêmement importants dans l'étude du phénomène ovni. Et lorsque j'entendais tout à l'heure Myriam qui nous parlait des cas d'abduction, d'enlèvement, je me disais, mais c'était une idée comme ça, après tout, et si le phénomène s'amusait à mimer ce que nous faisons aux animaux en laboratoire, peut-être pour nous faire prendre conscience de ce qui se passe. Voilà, je vous remercie. Je propose qu'on prenne une ou deux questions et puis qu'on garde le reste pour ce soir. Hein? Donc est-ce qu'on a une question? Déjà, à brûle pour point, c'est vrai que ça demande à être un peu digéré aussi tout ça. Là, vous faites référence, allusion à la théorie du zoo, non, avec cette dernière remarque. La théorie du zoo, comme quoi nous serions leurs animaux d'amusement, quoi. C'est pas une formule qu'on emploie. Platon disait déjà dans les lois que les dieux avaient créé les hommes pour leur amusement. Alors, ma foi, est-ce qu'on s'amuse de nous? Ou est-ce que c'est nous qui avons le sentiment que ça rigole, ça nous raconte des histoires, mais qu'en fait, ça correspond à une réalité beaucoup plus sérieuse? C'est bon. Alors, est-ce qu'on a une question? Sinon, vous gardez pour ce soir, et puis on aura un débat, je pense, intéressant. Alors... C'est de dire qu'on est créé par les aliens. Qu'on a été créé par les aliens et qu'on est donc en symbiose avec eux parce qu'on est...
Non, je pense que, à tort ou à raison, je pense que le phénomène est vraiment co-naturel avec nous, qu'il appartient vraiment à notre monde, qu'il fait partie de sa trame, comme le vent ou les cours d'eau, hein, mais qu'il a une réalité qui nous échappe, parce que bon, il nous faut un état de conscience différent pour pouvoir y parvenir plus ou moins, mais qu'il fait vraiment partie de notre monde, ce qui explique qu'il se manifeste apparemment depuis la nuit des temps, hein, parce qu'il est toujours là, il est chez lui aussi, mais peut-être, c'est un modèle, c'est tout que j'avance, hein, peut-être sommes-nous en symbiose avec lui. Si j'ai avancé ce modèle, cette idée, c'est parce que je cherche à résoudre la grosse difficulté, comment il peut être à la fois matériel et être aussi proche de nos pensées, de notre esprit. Tout est là. Merci. Oui, monsieur, s'il vous plaît, je voulais vous demander, c'est peut-être indiscret, je ne sais pas, mais est-ce que vous avez déjà personnellement été en contact avec des ovnis? Alors j'ai déjà fait plusieurs observations, oui. Plusieurs observations, oui, tout à fait. Qui ont évidemment contribué non seulement à asseoir ma conviction de la réalité de la chose, mais aussi à réfléchir là-dessus, y compris sur les modalités de la relation. Des rencontres, ce qu'on pourrait appeler des rencontres très rapprochées, non, ou alors je n'en suis pas conscient. Ce qui n'est pas impossible non plus. Certaines choses pourraient me le faire penser, mais non, ça a été des observations, une, je ne dis pas proche tout de même, une qui était peut-être à 100-200 mètres de moi. Un globe lumineux, assez bas au sol, et qui s'est déplacé très rapidement et a disparu sur place. Et puis, eh bien, l'été dernier, j'en ai fait une autre, mais j'en parlerai peut-être ce soir, parce qu'elle est très intéressante justement en matière de mimétisme. Et elle était proche.